verra peut-être quelques petits changements. Voilà, donc maintenant qu'on a fini avec tous les préliminaires pratiques, donc on va passer à notre première conférence. Donc merci beaucoup Madame Elisabeth Montfort d'avoir accepté de venir à Lorient aujourd'hui. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes juriste, philosophe, vous êtes aussi depuis longtemps engagée en politique, donc conseillère municipale de Riom depuis 1995. Enfin, vous avez été vice-présidente du conseil régional d'Auvergne de 1998 à 2004 et également députée européenne de 1999 à 2004. Donc vous êtes engagée sur des thèmes certes éthiques, c'est pour ça qu'on vous connaît bien, mais aussi sur des thèmes... enfin voilà, vous faisiez partie de la commission Industrie-Recherche, vous avez été rapporteur du programme pluriannuel pour l'entreprise, donc vous êtes pas... enfin voilà, vous avez un champ d'intérêt large. Donc vous avez depuis longtemps perçu l'importance des questionnements sur la place des hommes et des femmes dans notre société, et vous avez créé en 2007 une association qui s'appelle le Nouveau Féminisme Européen, qui est aujourd'hui un mouvement français et européen dont vous êtes présidente. Et dans cette dynamique, ça fait longtemps que vous êtes intéressée à la question du gender, sur le thème sur lequel vous avez publié plusieurs ouvrages, donc qui seront en vente au stand de librairie. Oui, j'ai oublié de vous dire ça dans les questions pratiques. Donc il y a un stand librairie qui sera disponible toute la journée, avec, voilà, merci, avec donc divers ouvrages, donc par exemple l'ouvrage Le genre en question d'Elisabeth Montfort. Et vous avez également des stands des diverses associations partenaires de ce colloque, donc les AFC, Alliance Vita, la Manif pour tous, les Veilleurs, et j'oublie certainement quelqu'un. Mais vous verrez en passant dans le couloir. Donc du coup, l'année dernière, vous vous êtes résolument engagé contre le mariage pour tous, en appelant à approfondir la réflexion sur la vision de l'homme sur laquelle nous voulons baser notre société. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler du gender, en deux parties, donc ce matin plus les aspects philosophiques et anthropologiques, les bases, et cet après-midi plus les aspects politiques et des engagements possibles pour chacun de nous sur cette question. Donc, encore merci de votre présence et la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à chacun de vous. Je ne vais citer personne, sinon je risque d'oublier quelques-uns parmi vous, mais je voudrais quand même remercier particulièrement Catherine de Borgard, qui depuis si longtemps porte de ce souci de l'altérité des sexes, de l'homme et la femme, la question du mariage, la question de la famille. Et Catherine me rappelait tout à l'heure que nous étions rencontrés lorsqu'un un colloque à Nantes. Nous étions toutes les deux avec une poussette, Catherine avec sa dernière et moi avec mon aîné. Voilà, donc ça crée des liens. Depuis, nos filles ont grandi. Alors, entrons, si vous voulez, sans plus tarder dans la réflexion de ce sujet si difficile du gender. Je voudrais, avant de commencer, faire une remarque. Le gender n'est pas apparu le 6 mai 2012. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'on en parle depuis cette date-là. Non. Nous sommes en démocratie. Et l'égalité est un principe fondateur de nos démocraties. C'est même l'article 2 du traité européen. Toutes nos lois doivent impérativement intégrer ce principe. Dans le cadre des politiques d'égalité, le concept de genre pose la question de l'identité. Qui suis-je? Quelle est mon identité sexuelle? Qu'est-ce qui me permet de répondre à cette question? Qui suis-je? Mon corps, mon moi psychologique, mon genre social, l'orientation sexuelle, etc. Qui suis-je? Alors, je vous propose d'avancer à petits pas, parce que la question est vraiment compliquée. Si vous pensez que le genre, c'est de dire qu'il y a 5 genres, vous êtes complètement à côté de la réalité. C'est beaucoup plus subtil que ça. Donc nous allons avancer à petits pas et je vous propose plusieurs points. Donc je ne ferai pas un exposé comme les juristes ou les philosophes. Je voudrais dans une première partie montrer comment le concept de genre se diffuse dans notre société. Dans une deuxième partie, essayer de voir quels sont les buts recherchés
par les théoriciens du genre. Dans une troisième partie, j'essaierai de montrer ce que révèle l'idéologie du genre dans nos sociétés. Et puis enfin, dans une quatrième partie, une partie plus pratique, plus concrète, j'essaierai de décrypter ce qu'on appelle l'enseignement du genre dans les écoles. Voilà. Alors, comment le concept de genre se diffuse dans nos sociétés? Pendant très longtemps, en français, nous n'avons pas eu besoin d'utiliser le mot genre. Nous avions un seul mot pour deux réalités. Le mot sexe. Si je mettais mon micro comme ça, je n'aurais pas besoin de le tenir dans la main. On va voir. Bon, donc nous n'avions en français... Nous n'avions en français qu'un seul mot, le mot sexe, qui signifie à la fois sexe biologique, qui signifie à la fois le sexe biologique et le sexe social, c'est-à-dire le groupe social homme-femme, sexe féminin, groupe social femme, sexe masculin, groupe social homme. Comme pour montrer d'ailleurs le lien entre les deux, entre le sexe biologique et le sexe social. Et en anglais, nous avons deux mots. Le mot sexe, sans E, qui se réfère exclusivement à l'anatomie ou à la biologie, et le mot gender pour le sexe social. Et comme l'anglais s'est imposé dans toutes les instances européennes et internationales, le mot gender s'est imposé dans les textes internationaux et dans notre vocabulaire. Pour illustrer, vous pouvez regarder sur le site de la Commission européenne, sur la page politique, sociale et emploi. Vous verrez en français égalité homme-femme et en anglais gender equality. Si bien que traduire gender par genre, c'est inexact et imprécis. C'est plus complexe que ça. Et c'est notre grande tentation, c'est de traduire un mot par un autre. Et justement, le gender n'est pas un mot, c'est un concept. C'est pas un substantif, c'est un concept, une notion, une nébuleuse, difficile à saisir. Alors, très vite, je voudrais vous montrer la genèse du concept de genre. Mais il faut bien voir, il faut bien qu'on ait à l'esprit que le concept de genre se diffuse, se déploie dans le sillage des mouvements féministes et de la défense des minorités, notamment sexuelles. La distinction entre sexe et genre est née vers les années 1950, donc vous voyez que ça date du siècle dernier, des travaux du psychologue John Monnet sur des cas d'enfants souffrant d'ambiguïté d'organes génitaux, les enfants intersexués ou pseudo-hermaphrodites. Je passe très vite parce que ça, vraiment, ce n'est pas de ma compétence, mais Dr Flavigny en parlera beaucoup mieux que moi. Ceci pour vous dire que Monnet constate que l'enfant se sent appartenir au sexe qui lui a été assigné à la naissance. Puisqu'il n'a pas d'organes génitaux clairement féminins ou masculins, les parents, en lien avec le psychologue, ont assigné un sexe à l'enfant. Monnet introduit une distinction fondamentale entre le genre relevant du psychologique et du social et le sexe se rapportant au biologique. C'est donc une première distinction entre genre et sexe. Quelques années plus tard, un psychiatre américain, Robert Stoller, utilisera cette même distinction genre-sexe, non plus pour des personnes souffrant d'ambiguïté génitale, mais pour des personnes souffrant de contradictions entre leur sexe anatomique et leur ressenti psychique. Les transsexuels. Les féministes vont s'approprier cette distinction genre-sexe pour étudier la place des femmes dans l'histoire et dans la société, puis ensuite pour étudier les rapports sociaux entre hommes et femmes, et enfin, le concept de genre sera étendu aux réalités LGBT.
c'est-à-dire lesbiennes, gays, bi et transsexuels, aux sexualités variées. Le concept de genre va se déployer dans deux domaines chers aux féministes. Le domaine social, au sens large, c'est-à-dire la famille, le travail, la politique. Et le domaine de la sexualité. Alors je voudrais faire une remarque sur cette question de la sexualité qui, pendant très longtemps, relevait du domaine privé et qui est sortie du domaine privé pour entrer dans le domaine public et politique, en particulier depuis la loi Neuwirth en France, la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement et plus récemment à partir de la loi sur le Pacs en 1999 et cette année la loi Taubira. La sexualité est entrée dans le domaine politique. Et le travail et la sexualité, enfin l'aspect social et la sexualité, sont deux domaines où le gender va se déployer. Excusez-moi, mais j'ai attrapé un rhume à Cherbourg où il faisait si froid et où il pleuvait, mais on ne dit pas d'ailleurs il pleut, on dit là-bas il repleut. Alors j'ai dit que c'était vraiment très très différent de la Bretagne. Le concept de genre sera utilisé pour comprendre, observer, repérer les inégalités, puis théoriser jusqu'à l'idéologie pour réinventer le monde. Deux groupes de pression vont se saisir du gender, les féministes radicales et le lobby gay. On peut même parler de connivence entre ces deux groupes de pression dans leur critique de la société patriarcale. Les féministes radicales, parce que la société patriarcale maintient la domination de l'homme sur la femme, et le lobby gay, parce que la société patriarcale maintient la norme majoritaire de l'hétérosexualité qui ne laisse aucune place aux sexualités variées autres que l'hétérosexualité. Et ces féministes, on les appelle les féministes du genre. Vous voyez déjà à ce stade que utiliser le concept de genre nous plonge dans une grande confusion car ce mot a plusieurs sens, parfois contradictoires. Alors, essayons de mieux comprendre, je vous propose plusieurs définitions. Tout d'abord, le sens usuel. Et c'est sans doute ce sens que vous utilisez dans le langage courant. Le genre est la manière d'être ou le comportement de l'homme ou de la femme en lien avec le sexe biologique. Ce sens est fondé sur l'altérité des sexes. Le genre féminin correspond au sexe féminin, le genre masculin correspond au sexe masculin. Il n'y a rien d'idéologique. Deuxième sens, le sens social. Le genre est une modalité relationnelle. Le genre se rapporte aux fonctions, au rôle, au statut de l'homme ou de la femme dans la société en lien avec le sexe biologique. On parlera des rapports sociaux de sexe et on parlera aussi des fonctions assignées à l'un ou l'autre sexe en raison du sexe biologique. Par exemple, la maternité et les tâches qui lui sont liées enferment, disent les féministes du genre et les féministes radicales, enferment la femme dans la vie privée. Et vous voyez que le genre social, qui au départ n'a rien d'idéologique, peut ouvrir une brèche idéologique. Dans la mesure où les individus pourraient s'identifier, non pas comme hommes ou femmes, mais à partir de leur fonction, de leur rôle dans la société. J'ai rencontré récemment une femme députée, vous voyez, je dis femme députée, vous allez comprendre pourquoi, à l'Assemblée nationale, et on parlait de ce sujet, et elle me dit, moi je suis députée. Et au moins, en me définissant comme députée, je suis sûre d'être à l'égal des hommes. Moi je lui réponds, je préfère dire que je suis femme députée. Parce que je suis femme avant tout. En plus, vous savez combien un mandat est éphémère, puisque cela dépend des électeurs. Donc, vous voyez, s'identifier à partir d'un rôle, à partir d'une fonction, pas
forcément d'ailleurs pour rejeter la distinction homme-femme, le sens social n'efface pas la distinction sociale, mais pour montrer la priorité de la fonction sur l'identité de l'homme et de la femme. Donc c'est une première brèche idéologique. Le troisième sens, c'est le sens psychologique. Le genre est la perception psychologique que l'individu a de son identité. L'identité sexuelle, c'est l'appropriation psychologique du corps sexué. Et là aussi, une brèche idéologique peut être ouverte, dans la mesure où cette perception psychologique ne reposerait pas sur la réalité des corps, en dissociation avec le corps sexué. Et on en arrive au sens idéologique ou subversif depuis l'introduction des travaux de l'américaine Judith Butler. Ce nouveau sens est apparu, le genre est la perception exclusivement subjective que l'individu a de lui-même ou de son identité sexuelle sans lien avec le sexe biologique. Cette perception suffirait à définir l'identité de l'individu, masculin ou féminin, homosexuel ou transsexuel, c'est-à-dire d'un genre sexuel décidé par l'individu. Judith Butler dit que un corps masculin peut donner un genre féminin ou masculin. Un corps féminin peut donner un genre masculin ou féminin. Mais elle ne dit à aucun moment ce qu'est le féminin et ce qu'est le masculin. Selon les féministes du genre, parler d'identité de l'homme et de la femme revient à les enfermer dans un déterminisme figé. Un déterminisme de nature exprimé par le corps sexué qui ne laisse aucune place aux sexualités variées. L'objectif militant et politique est de rejeter ce déterminisme biologique de la notion du genre, donc de dissocier genre du sexe biologique du corps sexuel. L'identité sexuelle se définira alors à partir des orientations ou des pratiques sexuelles. Sylvia Nagasinski, qui est philosophe et qui est aussi l'épouse de Lionel Jospin, a écrit un livre en juillet 2012 qui s'intitule « Femmes entre sexe et genre ». Et elle analyse la pensée de Judith Butler et elle dit ceci. « Les genres dépendraient de la diversité des conduites sexuelles sans rapport avec la distinction homme-femme. » Sans rapport avec la distinction homme-femme. C'est donc la négation de l'altérité des sexes. La négation de la différence des sexes qui est remplacée par les sexualités variées. Vous voyez, à partir de ces différents sens, que les études de genre ne forment pas un ensemble homogène, en raison des différents sens du mot genre. Si bien que rejeter en bloc ou accepter en bloc les études de genre, c'est absurde. Rejeter en bloc ou accepter en bloc le concept de genre, c'est absurde. Il faut savoir de quoi on parle. Et quand vous utilisez le mot genre avec des amis, avec des enseignants, dites tout de suite quel est le sens que vous donnez au mot genre. Sinon, vous risquez de ne pas vous entendre et de ne pas pouvoir dialoguer. Vous voyez comme il faut être très nuancé sur ce mot genre. Et malheureusement, au moment en effet, de la création de la chaire des études de genre à Sciences Po et des livres SVT en première, on a eu deux types de réactions. Ceux qui ont rejeté en bloc les études de genre et ceux qui ont dit, mais au contraire, enfin, vous voyez, donc tout a été présenté sans nuance. Les études sur le genre sont intéressantes pour explorer l'évolution des rapports sociaux entre les sexes, la place respective des hommes et des femmes dans l'organisation sociale, professionnelle et politique, pour repérer les causes d'inégalités injustes et éventuellement élaborer des propositions pour y remédier. Alors, cette expression doit vous surprendre, inégalité injuste.
Ça voudrait dire qu'il y a des inégalités justes. Eh bien oui. Le congé de maternité, par exemple, c'est normal que la femme ait un congé de maternité supérieur au congé de paternité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même la femme qui porte l'enfant. Et ça, c'est insupportable aux féministes, pour les féministes du genre. Parce que c'est maintenir une distinction entre l'homme et la femme fondée sur le corps sexué. Donc ça leur est insupportable. Et puis les études de genre peuvent être aussi l'occasion de valoriser l'apport spécifique de tel ou tel sexe. Mais il faut reconnaître que ces études ont en fait dérivé le plus souvent vers d'autres objectifs. Il s'agit maintenant en effet de former les jeunes enfants dès les classes du primaire, on l'a vu tout à l'heure, à une égalité indifférenciée et de lutter dès le plus jeune âge contre les discriminations. En maternelle, et notamment l'homophobie. Ce sont des recommandations des instances internationales et européennes et reprises en France comme dans d'autres États européens. Par exemple, mais j'en parlerai plus longuement tout à l'heure, nous avons un document du gouvernement, un document qui est le document phare du gouvernement, le programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. C'est le texte de référence à toutes les politiques d'égalité hommes-femmes. Et en particulier de ce document, de ce programme d'éducation ABCD de l'égalité, dont vous avez sans doute entendu parler. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Quels sont les buts recherchés par les théoriciens du genre? Tout d'abord, répondre à la quête d'égalité entre les individus. Nous sommes vraiment dans cette... c'est presque une phobie, la quête d'égalité. L'égalité de l'homme et de la femme n'est pas la priorité pour les féministes du genre, mais elle s'appuie sur tous les mécanismes d'égalité homme-femme pour les transposer aux réalités LGBT, lesbiennes, gays, bi et transsexuelles. Enfermer la femme et l'homme dans leur identité de femme et d'homme revient à maintenir les causes d'inégalité, en raison de la domination de l'homme sur la femme et de la tyrannie de la majorité, l'hétérosexualité. Au fond, elles n'arrivent pas à penser ensemble égalité et différence, parce que pour elles, différence est synonyme de hiérarchie. Elles sont profondément marquées par l'idéologie marxiste. Impossible de penser ensemble égalité et différence. Puisque le corps sexué est objectivement différent chez l'homme et chez la femme, elles l'ignorent, elles le mettent de côté pour choisir le genre, pour atteindre l'égalité. Les individus seront égaux lorsque l'indifférenciation entre les sexes sera une réalité. On pourra alors parler d'égalité réelle. Le deuxième but est de se libérer des contraintes de la nature. Les féministes du genre veulent sortir du naturalisme, c'est-à-dire de cette idéologie, c'est une idéologie qui réduit toutes les réalités à un donné de nature. C'est-à-dire le réductionnisme naturel et biologique dans lequel la femme a été enfermée par nos sociétés. On ne peut que les comprendre. N'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, est quand même le siècle de la raison, donc on espérait avoir quelques lumières, et bien justement, pendant ce XVIIIe siècle, les femmes étaient réduites à la fonction biologique de reproduction. Pardonnez-moi, mais... Il faut bien sûr replacer tout ça dans le contexte. La France était en guerre, les soldats mouraient sur les champs de bataille et il fallait renouveler les populations. Mais c'est vrai qu'à une femme du XXIe siècle, c'est insupportable d'être réduit à la fonction biologique de reproduction. Donc il ne faut pas s'étonner d'une réaction dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au XXe siècle.
féministes du genre, la différence sexuelle déterminée par la nature est à l'origine des oppressions, puisqu'on enfermait la femme à cause de la maternité dans la vie privée et empêche l'égalité. Pour sortir de l'oppression, elle propose de s'affranchir de la nature pour s'affranchir du corps. Alors comment s'affranchir de la nature? Comment s'affranchir du corps sexué? C'est pas facile. Tout simplement en le mettant de côté et en dissociant sexe et genre. Je ne choisis pas mon sexe, je choisis mon genre pour donner une illusion de choix. Le corps sexué et le sexe biologique sont des contraintes qui figent l'homme et la femme dans leur identité d'homme et de femme et qui ne laissent aucune liberté de choix sur l'identité de l'individu. C'est ce qu'ils appellent les stéréotypes. Troisième but, s'autodéterminer. Nous voyons bien la question. Le genre seul peut-il identifier, définir l'individu? Le corps seul peut-il définir l'individu? De la réponse à cette question dépend le rôle et la place de chacun dans la société et dans la famille. Pour tenter de répondre à la question, les féministes du genre entrent dans un jeu de déconstruction-reconstruction. Déconstruction par rapport à la nature, par rapport au corps sexué, en disant que le corps sexué n'a aucune importance, ne laisse aucune trace sur l'identité, ne dit rien sur l'identité de l'individu, et reconstruction selon sa propre volonté, déconnectée de la réalité. Et c'est vrai que seule la volonté peut permettre à l'individu de s'affranchir du réel. Mais on est dans le fantasme, dans le désir. Je rêve, par ma propre volonté, à être qui je veux être. Je suis ce que je veux être. Vous voyez, c'est la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. On est là dans l'existentialisme. C'est le droit suprême de l'individu, le droit à être moi. Sexe et genre entrent en conflit comme deux composantes de la personne, le moi psychologique doté d'une identité de genre et le corps sexué doté d'une identité de sexe. Donc vous imaginez les conflits au sein d'une même personne. J'en viens à ma troisième partie. Qu'est-ce que l'idéologie du genre? Car vous voyez bien que c'est une idéologie dans la mesure où nous assistons à une rupture anthropologique. En ce sens que la société ne serait pas fondée sur la distinction homme-femme, une donnée objective, mais serait fondée sur le genre psychologique subjectif de l'individu. Donc, qu'est-ce que cette idéologie nous révèle de notre société aujourd'hui? Premier aspect, l'individu devient sa propre mesure. En tentant de sortir des contraintes de la nature, donc du corps sexué, le genre donne l'illusion d'un choix sur son identité. Je choisis mon genre, je ne choisis pas mon corps sexué, mais aussi sur sa pratique sexuelle qui doit être respectée par la société et par la loi, quitte à reformuler les droits fondamentaux de l'homme, non plus comme homme ou femme, mais selon les réalités LGBT, lesbiennes, gays, bi et transsexuelles, à quoi on ajoute aujourd'hui queer et intersexuel. Donc maintenant ça donne l'inter-LGBTQI. Alors, ne pensez pas que cette expression soit d'un quelconque mépris. Moi, je trouve que identifier une personne avec des sigles, c'est insupportable. Mais dans un des textes dans un des rapports qui a été commandé par le Premier ministre, le rapport Téchelet, vous avez peut-être entendu parler, vous pouvez le trouver sur le site du gouvernement,
Eh bien, dans ce rapport, on ne parle plus d'homophobie, on parle de LGBTQI-phobie. Ça devient très compliqué. Et vous voyez, pour montrer qu'on n'oublie personne, sauf les hétérosexuels. L'idéologie du genre révèle la toute-puissance de l'individu. Celui-ci ne se reçoit plus d'un transcendant, qu'il soit croyant ou non, d'ailleurs. Dieu pour les chrétiens, Allah pour les musulmans, Yahvé pour les juifs, le grand horloger pour les francs-maçons, l'être premier pour le philosophe, peu importe. L'individu ne se reçoit plus d'un transcendant, il se reçoit de lui-même. Il devient sa propre mesure et la mesure du monde. Rien ne doit lui résister, ni le réel, ni la loi. Le deuxième aspect que révèle cette idéologie du genre, c'est la conception positiviste de la nature de notre société. Notre société ne regarde plus le sens des êtres et des choses, mais à quoi ils servent. Par exemple, un enfant qui naît handicapé ne sert à rien. Une personne âgée grabataire ne sert à rien. D'où la question de l'avortement thérapeutique, qui est une formule qui n'a aucun sens, car l'avortement n'a jamais rien soigné, et d'où la question de l'euthanasie. Vous voyez, nous avons une conception positiviste de la nature. À quoi ça sert? À quoi servent les êtres? À quoi servent les choses? Encore pour les choses, c'est normal. Mais on a complètement perdu de vue le sens des êtres et des choses. Cette vision de la société nous empêche de voir la personne dans tout son être, dans sa totalité unifiée. D'où une conception fonctionnaliste de la société. Les individus sont réduits à des fonctions ou à un rôle social. Par exemple, la fonction de parent est considérée du point de vue de la fonction éducative et non plus dans son sens réel et symbolique de l'engendrement comme père et mère. Or, être parent, c'est un état avant d'être une fonction. Et seuls l'homme et la femme, ensemble, peuvent engendrer comme père et mère. Les féministes du genre rejettent cette conception de la parenté comme survivance de l'altérité. Tout ceci conduit à l'indifférenciation des fonctions. Tout ce qui enferme l'homme et la femme dans des fonctions spécifiques sont appelés stéréotypes. Pour lutter contre les stéréotypes, les féministes du genre admettent l'interchangeabilité des rôles. Par exemple, l'interchangeabilité du rôle de la mère et du rôle du père. Des fonctions maternelle et paternelle, notamment dans l'éducation des enfants. Évidemment, on ne peut que se réjouir que les pères de famille s'impliquent davantage dans l'éducation des enfants. Mais quand ils s'impliquent, qu'ils le fassent en tant que père et non pas pour cloner la mère. Car les enfants ont besoin d'un père, ils n'ont pas besoin d'une mère clonée. Donc, indifférenciation des fonctions pour conduire à la différenciation des sexes. Pour atteindre l'égalité des individus, les féministes revendiquent l'indifférenciation des sexes. Je cite Janine Mossu-Lavaux, qui est directrice de recherche à Sciences Po Paris. Elle dit ceci: nous allons vers l'indifférenciation, c'est-à-dire une égalité dans la manière d'être au monde. Cette évolution n'est pas encore arrivée à son terme. Les femmes sont certes en charge du public, mais elles sont encore beaucoup trop en charge du privé et beaucoup plus que les hommes.
nous obtiendrons l'équivalence quand les hommes prendront en charge le privé au même titre que les femmes. Il y aura indifférenciation, justement, quand l'égalité sera parfaitement réalisée. Que ce soit l'égalité dans les fonctions, les responsabilités, les salaires ou le partage du public ou du privé. Ce n'est pas encore l'égalité, mais nous sommes dans un processus qui nous y amènera. Dans ce contexte, plus besoin de désigner les parents comme père et mère, mais comme parents indifférenciés et neutres. Plus besoin d'appeler les conjoints mari et femme, mais époux indifférenciés et neutres. Ainsi, parents et époux asexués deviennent les nouveaux acteurs du mariage et de la filiation. Et c'est tout l'enjeu de la loi Taubira. La volonté déconnectée de la réalité du corps sexué permet aux individus de d'affranchir leur désir des limites du réel. Et c'est vrai que le corps sexué est une contrainte. La filiation ne serait plus fondée sur l'engendrement par un homme et une femme, mais sur le projet parental, sur l'intention, quelles que soient les circonstances et les choix de vie. Vous voyez, affranchir ses désirs des limites du réel. C'est l'égalité par effacement, c'est-à-dire par négation de ce qu'est la femme et l'homme comme personnes incarnées dans une histoire singulière et collective. J'en viens à ma quatrième partie sur l'enseignement du genre à l'école. Est-ce un mythe ou une réalité ? Madame la Présidente, vous avez tout à l'heure parlé de l'enseignement du genre à Sciences Po, dans les lycées, les collèges et à l'école. Eh bien, il n'en a jamais été question. Il n'a jamais été question de l'enseignement du genre à l'école ou ailleurs. Et oui. Et d'ailleurs, je le regrette. Car on peut très bien enseigner la doctrine marxiste, en philosophie, en sciences éco, et sans craindre que les élèves ne deviennent des petits sujets marxistes, si on donne aux élèves des clés de discernement et de compréhension. On peut très bien enseigner les études de genre, avec toutes les nuances dont je vous ai parlé tout à l'heure, y compris l'idéologie du genre, sans craindre que nos enfants ne deviennent des petits gender féministes ou gender des théoriciens du genre, à condition de leur donner des clés de discernement et de compréhension. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de l'enseignement philosophique. Et c'est pas inintéressant. Ou en psychologie, mais là je me réserverai bien, puisque vous aurez tout à l'heure des clés de compréhension justement en psychologie ou en psychanalyse ou en psychiatrie. De quoi s'agit-il à l'école ? Vous vous souvenez peut-être de la loi de refondation scolaire dont le débat s'est déroulé au mois de mai et juin dernier, conduite par le ministre de l'Éducation nationale. Eh bien, lors de ce débat, nous avons eu un amendement déposé par une femme, Madame Sommaruga. Cet amendement, sur l'article 31 du projet de loi, prévoyait ceci. L'école crée les conditions de l'éducation à l'égalité de genre. Crée les conditions de l'éducation à l'égalité de genre. Il ne s'agit absolument pas de créer, d'obliger les écoles à enseigner le genre. Ce n'est pas tout à fait pareil. J'espère que vous faites la différence entre enseigner, on nous ce livre, aujourd'hui on va voir tel chapitre, c'est clair, et éduquer à l'égalité de genre. C'est autre chose. Bon, finalement, cet amendement
a été votée à l'Assemblée nationale, retirée, rejetée au Sénat, revenue à l'Assemblée nationale. C'est une autre femme députée qui, au nom de la lutte contre les stéréotypes des petits garçons en bleu, des petites filles en rose, a redéposé son amendement. Ce qui était très drôle, c'est qu'elle portait une veste rose ce jour-là. Mais bon, les incohérences, c'est pas grave. Finalement, le ministre de l'Éducation nationale a demandé que cet amendement soit retiré. Alors tout le monde a dit ouf, l'enseignement du genre ne sera pas dispensé à l'école. Déjà, première erreur, c'est l'école ne créera pas les conditions à l'égalité de genre. Qu'à cela ne tienne, c'est une victoire en trompe-l'œil. Car il faut regarder les programmes d'action du gouvernement et le programme d'éducation ABCD de l'égalité, dont je vous parlais tout à l'heure. Les programmes d'action du gouvernement pour l'égalité homme-femme déclinent justement cette question d'égalité sur plusieurs aspects. Programme interministériel sur l'égalité homme-femme, je vous ai parlé du programme de référence tout à l'heure, contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. C'est clair. C'est le document de référence, il date d'octobre 2012. Vous pouvez le trouver sur le site du ministre de l'égalité des droits, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Et donc, ce texte de référence a donné plusieurs programmes d'action. Le programme interministériel sur l'égalité homme-femme, la convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif 2013-2018. Et puis enfin, le programme gouvernemental ABCD de l'égalité, qui est mis en œuvre à partir de novembre 2013, donc depuis quelques jours, dans 10 académies de façon expérimentale. Un bilan aura lieu au mois de mai et juin prochain, donc je peux déjà vous dire que le bilan sera positif. Et ce programme d'éducation sera mis en œuvre dans toutes les académies. Alors ce programme est très intéressant parce que il est un petit peu plus détaillé que celui qui avait été présenté dans les grandes lignes au printemps dernier, et surtout, il ne comporte pas une seule fois le mot genre. On ne parle pas d'égalité de genre, on ne parle pas de stéréotypes de genre, donc on peut se dire, tout le travail que nous avons fait sur cette, justement, éducation à l'égalité de genre a porté ses fruits. Attention, c'est vraiment comme M. Jourdain chez Molière, on peut faire de la poésie sans s'en rendre compte. Et là, c'est l'éducation à l'égalité de genre sans le dire. Alors comment? Parce que c'est intéressant de savoir comment nos enfants dans les écoles maternelles, primaires, et collège, lycée, et même dans les études supérieures, vont être formés à cette égalité de genre et identité de genre. Eh bien, finalement, cette éducation à l'égalité de genre va se faire à partir de 3 leviers. Lutte pour l'égalité, lutte contre les stéréotypes, lutte contre l'homophobie. Et vous voyez à quel point ces mots sont piégés. Qui est contre l'égalité? Personne. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a été saisi après le vote de la loi Taubira et disait ceci: le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de manière différente des situations différentes. Le mariage entre l'homme et la femme, c'est une situation différente de l'union de 2 personnes de même sexe. Et il n'est pas absurde que le législateur règle de façon différente ces unions différentes.
Mais ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Dans le programme ABCD, il s'agit de montrer aux enfants dès la maternelle qu'être garçon ou fille, ça n'a aucune importance. C'est l'égalité par l'indifférenciation des sexes. Deuxième levier, la lutte contre les stéréotypes. Qui peut accepter d'être enfermé dans un stéréotype? Personne. Mais là aussi, les stéréotypes sont considérés comme un concept, donc un ensemble, vous voyez, là aussi c'est difficile de traduire, d'expliquer. C'est tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'homme ou à la femme. Car il faut sortir de l'identité de l'homme et de la femme. Donc on va ressortir les stéréotypes du siècle dernier, les petites filles en rose, les petits garçons en bleu, les petites filles qui jouent à la dinette ou à la poupée et les petits garçons au train ou aux voitures, pour argumenter et déconstruire les stéréotypes. Or, quand on a des enfants, on sait très bien que les petites filles jouent à la poupée, aux dinettes et aux voitures et aux trains avec leurs frères, et prennent de temps en temps le marteau pour frapper sur l'établi, et que les petits garçons piquent les poupées de leurs petites sœurs ou font de la cuisine pour faire comme leurs petites sœurs. Donc c'est pas tranché, et les parents, enfin j'espère que vous, parents, vous n'interdisez pas à vos petits garçons de jouer à la dinette et à vos petites filles de jouer au train ou à la voiture. Mais vous voyez, il faut maintenir ce mythe des stéréotypes pour mieux déconstruire les stéréotypes. Dans tout ce qu'ils signifient comme se rapportant à l'homme ou à la femme. Donc on passe de clichés absurdes, stupides, pour aller jusqu'à la déconstruction de ce qui fait l'homme et la femme. Et on ne voit plus ce qu'est l'homme et femme dans ce qu'ils ont de spécifique et dans ce qu'ils ont de commun. Et ça, j'en parlerai cet après-midi. Et puis enfin, la lutte contre l'homophobie. Qui est pour l'homophobie? Personne. Mais de quoi s'agit-il? L'homophobie est clairement définie dans le droit pénal. C'est tout acte, toute parole de violence à l'égard d'une personne en raison de son homosexualité, en raison de son homosexualité. Mais le mot homophobie a changé de sens aujourd'hui. Je me souviens d'une interview du porte-parole de l'inter-LGBT vers le mois de mai ou juin, récemment. Le journaliste posait la question à Nicolas Gouguin: est-ce que vous pensez que la France est homophobe? Oui, dit-il, la France est très homophobe. Pourquoi dites-vous ça? Parce que le journaliste disait: mais non, la France n'est pas homophobe. Parce que plus de 50% des Français sont contre la loi Taubira. Ah bon? Alors dit le journaliste, alors c'est quoi être homophobe pour vous? Eh bien, c'est refuser toutes les revendications de l'inter-LGBT. C'est trop facile. Alors, vu de ce côté, de ce point de vue, en effet, la France est... Mais c'est pas ça, l'homophobie. L'homophobie est clairement définie dans la loi pénale. Donc, vous voyez comment, en changeant les mots, on veut changer l'éducation et, comme dit Vincent Payon, s'appuyer sur la jeunesse pour changer la société, pour changer la mentalité. Lettre de Vincent Payon, le 4 janvier 2013, à tous les recteurs d'académie de France. S'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. Changer le sens des mots, de l'homme et de la femme, de la différence des sexes, de l'altérité des sexes, pour une réforme de civilisation. S'affranchir du réel pour répondre à ses désirs. Et c'est exactement ce que l'idéologie du genre nous révèle dans nos sociétés. Alors, je m'arrête là, puisque dans cette première partie de ce matin, j'ai décrypté tous les sens du mot genre. Donc, vous voyez à quel point il faut être extrêmement vigilant. Et alors, malheureusement, ça nous demande encore plus d'efforts, parce que ça aurait été tellement facile de dire halte au gender, non au gender, et puis ça soulage, et puis on l'a fait pendant un an. Et cet après-midi, je vous proposerai un autre chemin
un chemin d'espérance. Au lieu de dire non au gender, nous allons essayer cet après-midi, c'est juste pour vous mettre en appétit, nous allons essayer cet après-midi de répondre aux questions posées par le gender. Et ça me paraît beaucoup plus positif, beaucoup plus constructif, mais ça demande aussi de chacun de nous de beaucoup plus travailler. Mais c'est pas très humain et c'est pas très constructif de dire non. Non pourquoi, non comment, oui. Là, vous voyez. Et pour une fois, cet après-midi, je vous proposerai de dire oui, mais oui à quoi? Je vous laisse la surprise pour cet après-midi. Merci. Donc nous vous proposons de poser vos questions par écrit. Donc vous avez des petits papiers qui vous ont été distribués, ou sinon vous prenez le papier que vous avez. Vous pouvez les déposer dans les corbeilles à l'entrée. Nous avons un quart d'heure maximum de pause, donc pour vous dégourdir les jambes, prendre l'air, voilà, et être frais et dispo pour l'intervention de Christian Clavigny qui commencera pile à l'heure à 11h15.